là, mon nom est Valérie Chabot, donc je suis conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire. C'est moi qui va présenter. Je suis accompagnée de ma collègue Myriam Delorimier, qui, elle, pourra me faire signe là, s'il y a des questions ou si vous levez la main, tout ça, parce que c'est ça, je ne vois pas tout le monde étant donné que je suis en mode diaporama. Donc, je vais commencer. Donc, le titre de la présentation, c'est Adopter des bonnes pratiques de rétroaction. Juste pour mettre en contexte un petit peu, là, j'étais à la faculté de médecine, moi, pendant 6 ans où je m'occupais des ECOS, là, des examens cliniques objectifs structurés. Et justement, j'avais observé que pendant les ECOS formatifs, où il y a des évaluateurs qui donnent une rétroaction là, rapide à l'étudiant. J'avais observé des fois des disparités entre le format, la façon de donner la rétroaction. Puis ça m'a vraiment amené à creuser un petit peu là, sur ce sujet-là que je trouve vraiment super intéressant. Donc, c'est de là que vient mon intérêt là, pour la rétroaction. Donc, les objectifs d'apprentissage de cette formation-là, c'est vraiment de vous amener là, en tant qu'enseignant là, à pouvoir expliquer le rôle de la rétroaction et surtout l'importance que ça a dans son apprentissage, dans l'apprentissage, de pouvoir en fait, connaître différentes façons de recueillir des données et les informations qui vont vous permettre de donner des rétroactions à un étudiant ou une étudiante là, au sujet de son apprentissage. Puis surtout, ça, je dirais que c'est la partie la plus importante, c'est de pouvoir communiquer efficacement une rétroaction à un ou une étudiante afin que celle-ci, cette rétroaction, agisse vraiment comme un puissant outil d'apprentissage. Donc, c'est vraiment ce que je veux vous amener au terme de la rencontre. Donc, on l'a dit, donc renommez-vous. Je pense que tout le monde s'est bien nommé. Si vous pouvez aussi indiquer le nom de la faculté ou de l'école d'où vous venez. Ensuite, on vous invite à garder votre micro fermé juste pour pas qu'il y ait des petits bruits de fond. Puis, il y aura des périodes de questions, en fait. Donc, c'est ça, vous pouvez inscrire vos questions dans le clavardage, puis on les récupérera là, à la fin de chacune des sections. Il y aura des moments aussi prévus là, pour des questions. Donc, ça vous va? Donc, allons-y tout de suite justement avec une petite question. D'après vous, là, je pense que tout le monde est ici parce que vous savez que la rétroaction, c'est important, mais pourquoi est-ce que c'est important dans l'enseignement? Donc, vous pouvez m'écrire des petits mots-clés là, dans la boîte de clavardage. Je vais juste départager. On va prendre une minute pour regarder ça, puis ensuite, on va poursuivre. Donc, méthode d'apprentissage, oui, ça fait partie des méthodes d'apprentissage, est-ce que c'est ça? Oui. Amélioration, consolidation des savoirs, excellent. Être sur la bonne voie, réaligner l'étudiant aux besoins, oh, j'aime ça. Réajustement, bâtir la confiance en soi, excellent. Ce sont zones proximales de développement, très bien. Ce sont toutes des très bonnes réponses. Parfait. Alors, je vais retourner au diaporama. Donc, on va y aller d'abord avec la définition de la rétroaction, sans explorer tout le sujet. Là. C'est un concept qui est apparu là, dans les années 40, autour de 1948, dans le champ de l'ingénierie pour la première fois, là, avec les travaux de Weber. Donc, la rétroaction, c'est un feedback. Il y a une définition que j'ai trouvée, puis en fait, je ne me rappelle plus exactement de la source, mais je l'aime bien parce que je trouve qu'elle résume c'est quoi la rétroaction. Donc, c'est celle-ci. C'est une occasion privilégiée de souligner de façon concise les aspects bien exécutés d'une tâche, ceux à améliorer et les aspects omis ou manqués. Donc, je trouve que ça résume très bien là, ce que c'est qu'une rétroaction.
Il y a John Hattie, chercheur à l'Université de Melbourne, et Ellen Timberley, qui elle est à l'Université d'Auckland, qui ont fait des travaux importants là, sur la rétroaction. Donc, si le sujet vous intéresse, il y a un article très intéressant qui s'appelle The Power of Feedback. Vous pouvez le trouver en ligne. Donc, eux vont dire que, en fait, la rétroaction, c'est une information fournie par un agent, que ce soit un enseignant, un père, un parent, un livre, une expérience, qui entoure des aspects de la performance d'un individu et de sa compréhension. Donc, encore là, il y a des mots importants là-dedans. Puis, ils vont jusqu'à dire que ça peut représenter l'influence la plus critique sur l'apprentissage de l'étudiant. Plus près de chez nous, il y a Heather O'Brien et ses collègues, c'est à l'Université d'Ottawa. Euh, ce sont des experts en pédagogie médicale, là, je tiens à le souligner. Donc, euh, O'Brien et ses collègues disent qu'il y a un feedback lorsque l'étudiant reçoit de l'information concernant une de ses actions et qu'il utilise cette information pour modifier son approche de la tâche. Donc, on se rapproche des mots-clés que vous avez mis dans la boîte de clavardage, là. Euh, donc, action, modification de l'approche, c'est vraiment important. Ça porte sur des comportements spécifiques, mais aussi remédiables. Et ça s'insère dans un cycle continu d'essais-erreurs. Ça implique toujours le respect de l'étudiant et contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est pas inné de donner de la rétroaction, ça s'apprend. Donc, il y a des méthodes pour le faire et on peut développer des habiletés. À quoi ça sert maintenant la rétroaction? Hein, on a tous une petite idée là, que c'est important. Concrètement, ça sert à identifier un écart entre ce qui est observé et ce qui est attendu. Donc, ça permet aux étudiants justement de réguler leurs apprentissages, donc en ajustant différentes stratégies pour corriger leur démarche d'apprentissage. Et comme l'ont dit les chercheurs australiens tout à l'heure, elle peut agir, cette rétroaction, comme un outil puissant d'apprentissage. Je pense que c'est vraiment le message que vous allez retenir d'aujourd'hui parce que je vais le répéter souvent. La rétroaction, c'est un outil d'apprentissage très, très important. Donc, au risque de me répéter, là, je ramène des choses très importantes, mais la rétroaction, ça sert, donc on a dit, à fournir l'information sur les réussites des étudiants, c'est-à-dire ce qu'ils ont compris et ce qu'ils maîtrisent bien, mais aussi ce qui leur reste à apprendre ou à maîtriser, donc les lacunes, les manques à combler. Et tout ça pour permettre aux étudiants de réguler leurs apprentissages en ajustant leur stratégie d'apprentissage pour corriger une démarche. Donc, ça va jusque-là. Donc, on parle d'autorégulation lorsque la régulation, elle est faite par l'élève lui-même et que ça ne vient pas là, avec une aide externe. Donc, qu'est-ce que c'est au juste l'autorégulation? Parce que on répète souvent ce terme-là quand on parle de la rétroaction. C'est une forme d'engagement de l'élève dans la tâche à accomplir. Ça, c'est la définition que Louis nous donne. L'autorégulation vise à développer un sentiment positif d'efficacité personnelle. Dans le fond, on veut que l'étudiant se sente plus compétent dans sa tâche qu'il accomplit. Donc, ça permet aux étudiants d'avoir une emprise sur ces processus d'apprentissage. Donc, c'est vraiment l'autorégulation, c'est au centre, quand on dit qu'on parle d'apprentissage actif, l'étudiant est au centre de son apprentissage, donc on veut lui permettre de s'autoréguler. On veut lui permettre de construire lui-même ses savoirs et d'ajuster ses stratégies d'apprentissage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont dans des programmes de la santé, du milieu de la santé, soit la faculté de médecine ou de la FSI? Je sais qu'il y a quelqu'un d'ergothérapie. Juste me faire un petit pouce ou lever la main. Oui, oui, je vois nutrition. Donc, probablement que vous utilisez le debriefing. Est-ce que, est-ce que vous savez s'il y a une différence entre rétroaction et debriefing ou pour vous, c'est la même chose?
ça se ressemble. C'est vrai que c'est très, très similaire. Puis en fait, c'est pour ça que je suis allée creuser pour voir là, dans la littérature, pour voir si on confondait les deux ou s'il y avait vraiment des distinctions. En fait, je pourrais dire que si on voudrait vraiment chercher les distinctions là, entre les deux, c'est que le debriefing, c'est une étape qui fait partie de la simulation. Là. En enseignement, quand on parle de debriefing, c'est souvent parce qu'on fait de la simulation. C'est une des étapes de la simulation, une des plus importantes, je dirais, parce que c'est souvent là que se fait l'apprentissage. On l'utilise beaucoup en sciences de la santé, mais on peut l'utiliser dans d'autres facultés, d'autres secteurs aussi. Donc, le debriefing, c'est souvent accompagné de vidéos, de notes ou de quelqu'un d'autre aussi qui va contribuer là, à donner j'allais dire de la rétroaction, mais en fait, c'est ça. C'est souvent accompagné de vidéos, de notes ou un pair pour rehausser l'efficacité du debriefing. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le debriefing, c'est une façon systématique et structurée de fournir de la rétroaction. C'est là, le debriefing, c'est une étape de la simulation. Donc, oui, la rétroaction en fait partie, mais c'est structuré et c'est systématique, c'est toujours là. Ce qui est important, je pense, c'est la distinction à faire aussi, c'est que dans le debriefing, c'est un échange bidirectionnel. Souvent, on a quand même une période de temps assez longue allouée au debriefing et c'est toujours dans les deux sens. Ce n'est pas juste l'enseignant qui donne la rétroaction, mais il y a une interaction entre l'étudiant et le prof. Donc, c'est les différences que j'ai trouvées. Donc, en cours d'apprentissage, il y a plusieurs occasions qui vont être bonnes pour donner de la rétroaction. Ça, on est convaincu de ça. Donc là, on va rentrer à la deuxième partie, dans le fond, collecter les données afin de fournir la rétroaction. Donc, j'aimerais que vous réfléchissiez, là, peut-être pendant 30 secondes, à des occasions dans votre pratique ou dans vos cours, surtout aux occasions qui vous permettent de recueillir des données qui vont servir à fournir la rétroaction aux étudiants. Donc, je vais départager. Vous pouvez écrire vos idées là, dans la boîte de clavardage. Donc, quelles sont les occasions? Observation d'un étudiant en stage. Excellente réponse. Mise en situation où l'étudiant doit faire preuve de savoir-être. Excellent. Lors des labos pratiques. Excellent. Les activités en classe. C'est ça. C'est toutes vos activités pédagogiques, dans le fond. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? OK. Donc, je me remets en diaporama. Observation lors des stages et des travaux associés. Excellent. Toutes des bonnes réponses. Donc, je vais arriver là, dans quelques secondes aux différentes façons là, de collecter ces données-là. Juste un petit mot, dans le fond, sur il y en a plusieurs parmi vous là, qui sont dans des programmes professionnalisants, là, les programmes où on enseigne, où on développe des compétences. Alors, dans le fond, en enseignement, par compétences, on veut développer des compétences, mais on va commencer par enseigner différentes ressources. Les ressources, c'est nos différents savoirs, que ce soit des connaissances, des habiletés, des savoir-être. Puis ensuite, on va enseigner l'intégration de ces différentes ressources-là en mettant les étudiants dans différentes situations complexes qu'on appelle des situations authentiques. Donc, en fait, vous allez enseigner ces compétences-là, vous allez vérifier à plusieurs moments là, pendant le cours comment ça se passe, le développement de cet apprentissage-là, la progression. Puis vous allez le faire justement avec différentes activités, mais aussi vous avez des outils de collecte de données. Ces outils de collecte de données-là,
ce qui est important, c'est qu'ils permettent à l'étudiant de se poser des questions de type métacognitif. Ça, c'est les meilleures questions dans le fond parce que c'est ce type de questions-là qui vont amener l'étudiant à développer ce qu'on appelle la compétence métacognitive. C'est justement ce qui va lui permettre de réajuster ses stratégies d'apprentissage. Donc, lorsque vous avez des bons outils de collecte de données, puis vous allez fournir une partie de l'information à l'étudiant, bien, déjà, c'est une forme de rétroaction en soi. Maintenant, là, vous allez pouvoir rétroagir en lui donnant verbalement ou par écrit une rétroaction, en plus de ce qui sera déjà là, avec l'outil de collecte de données. Mais l'outil de collecte de données va vous permettre à vous aussi là, de collecter des données qui va vous permettre de dire à l'étudiant s'il est dans la bonne voie ou s'il y a des choses à ajuster. Donc, vous voulez l'amener à se poser certaines questions de type, par exemple, si c'est au niveau des connaissances, que devrais-je savoir? Au niveau des habiletés, ça pourrait être que devrais-je pouvoir faire ou comment devrais-je pouvoir le faire? Ou comment devrais-je pouvoir réagir? Donc, c'est ce type de questions-là, si vous êtes capable de susciter ça chez l'étudiant, vous allez vraiment lui permettre de s'autoréguler. Et vous allez, comme j'ai dit, vous être capable de récolter des données intéressantes là, pour donner de la rétroaction à l'étudiant. Donc, on parle beaucoup de l'évaluation formative, cette évaluation qu'on dit comme aide à l'apprentissage. Donc, c'est aussi très important, toutes les évaluations, les méthodes pédagogiques qui vont servir d'évaluation formative, c'est-à-dire qui vont permettre à l'étudiant de savoir justement s'il est dans la bonne voie ou non. C'est très, très, très important. Donc, ça lui permet à lui-même de se construire une base de données sur ses acquis. Ça va lui permettre, comme on a dit, de développer cette compétence métacognitive-là qu'il a besoin pour se réajuster, pour corriger sa démarche. Puis, ultimement, ben, ça va faire en sorte qu'il va développer son sentiment positif d'efficacité personnelle, son sentiment de compétence qu'on parle. Donc, on parle beaucoup de métacognition aussi. Donc, c'est quoi la métacognition? Barthes le décrit comme ça, c'est être conscient de ce que l'on sait, comprendre comment nous avons appris ce que nous savons, puis pouvoir reproduire consciemment ces processus dans un autre contexte. Donc, vous avez peut-être déjà vu là, le cycle de la métacognition. Dans le fond, je vous le montre à l'écran. On évalue une tâche. Ça nous permet d'identifier bon, les forces et les faiblesses de l'étudiant. L'étudiant va pouvoir identifier ça lui-même. Il va ensuite pouvoir planifier son approche, sa nouvelle approche, en réajustant ses stratégies. Puis là, vous allez donner de la rétroaction à l'étudiant au travers de tout ça. Et puis, vous allez amener l'étudiant aussi à faire de la pratique réflexive, donc à réfléchir aussi sur ses démarches. OK? Donc, c'est ça le cycle de la métacognition. Donc, la rétroaction est vraiment importante dans ce cycle de métacognition-là. Maintenant, les différents moyens pour évaluer les apprentissages, bien, écoutez, vous en avez nommé des très bons, il y en a plein. J'en nomme quelques-uns à l'écran, mais ça peut aller des cartographies conceptuelles, juste des échanges verbaux que vous permettez là, entre vos étudiants. Puis surtout si vous êtes là pour entendre là, les conversations, des portfolios, des sondages aussi. Ça peut être des sondages Kahoot ou dans Zoom, des situations authentiques. Si vous êtes en approche par compétence, puis vous êtes avancé dans le développement de la compétence, ça peut être des observations directes, des stages, etc. C'est sûr qu'on encourage beaucoup aussi les outils Studium. On est à l'Université de Montréal, donc il y a déjà des outils sur le site de Studium, que ce soit les forums de discussion, les votes électroniques là, avec Turning Point, les tests en ligne, les devoirs, les ateliers d'évaluation. Donc, il y a une panoplie d'outils qui sont là pour vous permettre de collecter ces données-là, mais aussi de donner l'information à l'étudiant pour qu'il sache s'il est dans la bonne voie ou non. Un petit mot aussi sur ce qui s'en vient. Je ne vais pas vous donner de date
parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver là, dans le futur, là, mais quand on avait donné la formation en décembre, c'est sûr que il y a des gens qui avaient dit, ben moi, j'aimerais ça, là, tu sais, prévoir des occasions pour donner de la rétroaction, là, mais c'est pas facile là, parce que j'enseigne à 200 étudiants dans un auditorium, puis c'est pas évident. Donc, un outil qu'on est en train de développer, c'est en fait un outil de rétroaction, mais automatisé. Donc, c'est sûr que le prof a quand même le travail à faire là, de corriger la grille d'évaluation, mais une fois que c'est à partir d'une grille d'évaluation de type descriptif avec des indicateurs puis des descripteurs. Puis, une fois que le prof aura, ça peut être le tuteur, la personne qui corrige, aura identifié là, dans le fond les niveaux de réussite pour chacun des critères, à partir des descripteurs, et avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment avec l'intelligence artificielle que ça va se faire, bien, il y aura une rétroaction automatisée qui va pouvoir être déployée là, automatiquement. Donc, ça va permettre justement d'avoir cette petite rétroaction personnalisée-là que les étudiants aiment beaucoup sans créer là, beaucoup, beaucoup de surcharge de travail aux professeurs qui enseignent à des grands, grands groupes comme ça. Donc, est-ce qu'il y a jusqu'ici des questions? J'avais vu des... Oui, OK, tu as répondu aux questions. C'est beau. Alors là, on va rentrer vraiment, il est 1h25. C'est parfait, on est pas mal dans les temps. On va rentrer dans la partie la plus intéressante, là, Il qui semble est... y avoir une... Excuse-moi, Ah oui, Valérie, il semble y vas-y. avoir une question de Mme Pinchot. Parfait. J'étais un peu en retard, je m'excuse, je cherchais mon bouton. Mais cette rétroaction-là automatisée, j'imagine qu'il va y avoir des formations éventuellement pour savoir comment l'utiliser. Oui, 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 probablement. Puis c'est ça, comme je dis, je ne veux pas vous donner de date parce que là, on est comme juste, c'est encore embryonnaire comme projet, mais c'est un projet qui suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt chez moi parce que je sais comment c'est important la rétroaction. Fait que quand ça va sortir, oui, on va vous le dire, puis il y aura sûrement une formation là, pour être capable de bien l'utiliser. Excellent. OK. Je suis en train de vous perdre. Attendez, je vais repartager parce que là, je vous ai perdu. Partager à l'écran. OK. Donc, comment communiquer efficacement la rétroaction? C'est vraiment là où je veux vous amener aujourd'hui. Je vous parlais tantôt des chercheurs Hattie et Timberlake qui ont grandement contribué dans le fond, aux recherches là, sur la rétroaction. Eux ont développé un modèle qui est vraiment poussé puis très intéressant. Ils ont identifié 3 questions des questions qui sont identifiées par l'enseignant ou l'étudiant auxquelles la rétroaction devrait répondre. Donc, si vous êtes l'enseignant, donc vous devez vous poser comme question, puis si vous êtes la personne là, qui doit donner la rétroaction, ben, c'est quoi les buts de la rétroaction? Lui, l'étudiant, il va se dire, ben, vers où je m'en vais avec ça, là. J'ai écrit, parce que c'est une traduction libre, donc j'ai écrit vraiment la question en anglais là, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ensuite, quel progrès est effectué vers le but? L'étudiant veut savoir comment je vais et quelles actions doivent être entreprises pour accentuer ce progrès. C'est la même question autant chez l'enseignant que chez l'élève. Donc, ce même modèle-là de Hattie et Timberley, dans ce modèle-là, on identifie 4 types de rétroactions. Donc, une sur la tâche, une en lien avec le traitement de la tâche, en lien avec l'autorégulation, puis en lien avec la personne elle-même. C'est sûr que les 4 types de rétroactions n'ont pas le même effet, puis il y en a qui sont beaucoup plus utiles et puissantes là, en termes d'apprentissage que d'autres. Donc, d'après vous, quel serait le type de rétroaction à éviter? Celle qui serait la moins bonne là, parmi les 4?
sur la personne elle-même. Exactement. Donc, ça, c'est à éviter. Donc, on ne veut pas donner de la rétroaction sur la personne elle-même. On veut donner la rétroaction sur la tâche, mais ce qui est encore mieux, c'est sur le traitement de la tâche ou comment on va faire en sorte que l'étudiant va s'autoréguler, donc modifier ses comportements. Il y a O'Brien, qui est près de chez nous, là, le chercheur de l'Université d'Ottawa, qui a aussi, lui est en éducation médicale. Il a aussi fait des travaux sur la rétroaction. Il a identifié 6 questions à considérer lorsqu'on donne du feedback, donc en tant qu'enseignant ou superviseur de stage. Donc, première question, est-ce que je suis la personne appropriée pour donner du feedback? Sur quel point particulier le feedback devrait porter? Où et quand dois-je offrir du feedback? Il y a des occasions qui sont plus propices au feedback, sont meilleures, qui ont un apport plus puissant ou moins, là, dépendamment. Comment dois-je m'y prendre pour donner le feedback? À quelle réponse émotive dois-je m'attendre? Ça, c'est important dans les Écosses parce que les Écosses, pour ceux qui connaissent ça, là, ce sont comme des petites mises en situation. Donc, l'étudiant cogne à une porte, il rentre, il découvre un patient, puis c'est très rapide, c'est 10 minutes par situation. Donc, il interagit, ensuite, il sort, il va à l'autre porte. Donc, il y avait un niveau de stress quand même très, très élevé. Puis l'évaluateur qui donne la rétroaction pendant l'Écosse doit être conscient de ça parce que les étudiants n'ont pas tous la même capacité de gérer leur stress. Donc, ils ne réagissent pas tous de la même façon quand ils reçoivent la rétroaction. Donc, à quelle réponse émotive dois-je m'attendre? Très important de l'avoir en tête. Et comment puis-je m'améliorer pour mieux donner le feedback? On a dit tantôt que ce n'était pas inné, qu'on peut développer des habiletés pour mieux donner la rétroaction. Donc, maintenant, des éléments importants à considérer pour optimiser la rétroaction. D'abord, le climat de classe. C'est important d'instaurer un climat de bienveillance, OK? Où, dans le fond, l'étudiant, la relation étudiant-enseignant là, va être plus ramenée là, au même niveau. OK? Donc, ça, c'est important justement pour maximiser le résultat de la rétroaction, le résultat escompté. Le timing, ça aussi, c'est important. On sait qu'il y a des moments plus propices pour donner le feedback. Plus que la rétroaction, elle est donnée près de la tâche, donc tout de suite après la tâche, plus que c'est efficace. Hein. Si l'étudiant reçoit son feedback 1 semaine, 2 semaines après sa tâche, donc c'est un petit peu moins efficace. Puis aussi, dans la session, on veut donner le feedback tout au long de la session, pas juste vers la fin, juste avant les examens finaux ou les travaux finaux. Là. On veut lui donner assez de temps pour qu'il corrige justement ses comportements. La quantité de feedback, ça aussi, c'est à bien doser. Il faut en donner, mais pas trop non plus. Le mode, vous pouvez en donner en groupe ou individuel. C'est sûr qu'individuellement, c'est toujours plus puissant comme rétroaction. Assurer un suivi aussi. Donc là, vous donnez de la rétroaction à l'étudiant. Si vous êtes capable d'assurer un suivi quelques jours après ou 1 semaine après, ben, c'est d'autant plus important. Puis le transfert d'habileté, ben, on en a parlé tantôt, c'est de savoir est-ce que vous êtes la bonne personne pour donner le feedback. OK? Est-ce que vous avez les habiletés nécessaires pour juger de la tâche, puis aussi pour donner le feedback? Est-ce que vous êtes bon? Est-ce que vous le donnez de façon appropriée? La communication verbale. Donc, quand on donne du feedback de façon verbalement, il faut se rappeler qu'il y a 2 autres types de communication qui sont importantes aussi. Autour de la communication verbale, il y a le paraverbal et le non-verbal. Donc, attention à ça, gardez-le en tête parce que vos intonations, votre accent, votre débit avec lequel vous donnez la rétroaction, la vitesse de la parole, l'intensité, le timbre de la voix, les silences, tout ça peut être interprété là,
de façon différente par les étudiants. Le non-verbal aussi, vos expressions du visage, les gestes, la posture, l'apparence. Donc, tout ça est important là, et doit être considéré lorsqu'on donne de la rétroaction de façon verbale. On a dit tantôt, hein, le climat d'apprentissage, un facteur très important à considérer. Donc, le principe, c'est vraiment d'atténuer les effets de la relation asymétrique entre l'enseignant et l'étudiant, de vous ramener à son niveau, de faire en sorte que l'étudiant vous perçoit comme un guide du savoir plutôt qu'un évaluateur. Vous êtes là pour le guider. C'est ça, dans le fond, l'apprentissage actif. C'est l'étudiant qui va développer ses savoirs. Vous êtes là pour l'aider à se réajuster. Et c'est comme ça qu'il doit vous percevoir. Donc, comment créer un bon climat d'apprentissage en mettant les étudiants en confiance, en définissant le cadre aussi et l'objectif de la rétroaction. Je ne dirais pas en favorisant l'erreur, mais en acceptant l'erreur, donc en recevant les erreurs avec bienveillance, OK? Plutôt que de les faire sentir mal. C'est important les erreurs en apprentissage, donc, et récompenser les efforts plutôt que la performance. Donc, est-ce qu'on doit privilégier la rétroaction orale ou écrite? Bien, c'est plus dans le fond le contexte qui fait qu'on va privilégier une ou l'autre. Il y a des avantages à un, il y a des avantages à l'autre aussi. Rétroaction verbale ou orale, donc c'est souvent préféré par les étudiants. Là, dans la littérature, on a, c'est ce qui ressort. C'est mieux perçu aussi par les étudiants. Ça peut survenir très rapidement, juste après la tâche ou le travail. Ça permet aussi un dialogue, donc l'étudiant peut réagir. Par contre, c'est difficile quand on a des grands groupes là, de donner de la rétroaction orale. Puis, l'enseignant ou la personne qui donne le feedback, la rétroaction, doit quand même prendre quelques secondes là, pour réfléchir à ce qu'il dit, là, parce que c'est quand même spontané. Là. Donc, quand c'est écrit, bien, justement, ça permet à l'enseignant de plus réfléchir. C'est souvent plus précis là, quand on va donner le feedback. Par contre, le problème principal, c'est que ça va venir tardivement. Donc, les résultats, l'effet escompté va être parfois un peu diminué à cause de ça. Ça peut amener aussi l'étudiant dans l'incompréhension parce que là, il n'est pas devant vous là, pour poser des questions s'il a mal compris. Donc, si ça amène de l'ambiguïté, là, on ne s'en va vraiment pas dans la bonne direction. On n'aura pas l'effet escompté de la rétroaction. Puis, c'est à sens unique, évidemment. On a parlé tantôt des questions favorisant l'autocritique. Bon, j'avais mis comme exemple là, les Écosses. Je vais juste regarder l'heure. Donc, on a le temps. Dans l'exemple des Écosses, ben, justement, les Écosses, c'est une situation où il y avait souvent un anamnèse, qui est un questionnement, là, une entrevue avec le patient, suivi d'un examen physique. Il pouvait y avoir une partie aussi communicationnelle. Donc, des exemples de questions qui favorisent l'autocritique. Dans ce cas-ci, ça pourrait être au niveau de l'anamnèse, comment pourrais-tu être plus efficace dans ton questionnaire? Donc, comment? C'est vraiment la façon de poser la question là, qui est importante là, pour susciter le métacognitif. L'examen physique, si tu devais refaire l'examen physique, qu'est-ce que tu pourrais aussi ajouter? Puis au niveau de la communication, ça pourrait être par exemple, comment penses-tu que cet aspect aurait pu être abordé? Donc, on amène l'étudiant à réfléchir sur son processus. Vous avez vu? Oui. Je ne sais pas, tantôt, Mme Pinchot a levé la main. Je ne sais pas si votre question est... Vous souhaitez toujours poser Allez-y, une question? Mme Pinchot, je ne l'ai pas vu. Mais là, ça n'a plus de lien, fait qu'on peut continuer, c'est pas grave. OK, désolée. Donc, un mot sur la notation, parce que on peut se demander, là, oui, c'est une forme de rétroaction, effectivement. La notation se fait par écrit. Par contre, c'est une rétroaction qui est beaucoup plus explicative, descriptive. Donc, ça favorise le progrès de l'élève dans son apprentissage. C'est comme un dialogue pédagogique entre l'enseignement et l'élève. Donc, oui, c'est une forme de rétroaction, mais beaucoup plus détaillée.
Il y en a qui connaissent peut-être la méthode sandwich. C'est une méthode qui est utilisée justement en médecine et dans d'autres facultés. Ce n'est pas la seule façon de donner la rétroaction, c'en est une, mais une qui est quand même bonne, là, que vous pouvez retenir. Donc, c'est d'y aller avec un élément positif suivi d'un défi, puis un autre élément positif. Donc, c'est pour ça qu'on parle de sandwich positif à améliorer, positif. Débuter par une force de l'étudiant, ensuite donner des suggestions précises pour améliorer le travail, puis terminer, comme on a dit, sur une note positive. Ce qui est à éviter. Donc, très important d'éviter la comparaison entre les étudiants, à ne pas faire. Hein. On essaie de ne pas le faire avec nos enfants, il ne faut pas le faire avec les étudiants non plus. Une rétroaction qui est vague et ambiguë, ça va semer l'étudiant dans l'incompréhension et on va vraiment déroger du rôle, là, du but de la rétroaction. Ensuite, une rétroaction qui est trop axée sur les aspects négatifs non plus, c'est pas bon. Une rétroaction, ça doit être des aspects positifs aussi, pas juste négatifs. Et des aspects portant sur la personne, hein, on l'a dit tantôt. On veut une rétroaction qui porte sur la tâche, le traitement de la tâche, l'autorégulation, pas sur la personne. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Une mauvaise rétroaction, on l'a dit, hein, ça peut ralentir la progression de l'apprentissage. Ça peut encore plus enfoncer l'apprenant dans son incompréhension. Ça peut même agir comme un frein à la motivation, là. Si ce n'est pas bien donné, la rétroaction, vous allez décourager l'étudiant, puis son sentiment d'auto-efficacité va diminuer. Donc, si la rétroaction n'est pas bien donnée, vous avez l'effet contraire de ce qu'on veut là, avec la rétroaction. Donc, en résumé, une rétroaction, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, ça doit être clair et concis, bien dosé, hein, on a dit pas trop, mais juste assez, et diplomate, positive et motivante, en lien avec la performance des étudiants, axée sur une tâche spécifique, et essayer de cibler une tâche aussi. S'il y en a plusieurs, ciblez-en une. Et effectuer dans un climat d'apprentissage positif, bienveillant. Donc, surtout, ce qui est le plus important à retenir, c'est que les étudiants doivent sentir que vous faites équipe avec eux afin de leur fournir tout ce qui est possible pour optimiser leur apprentissage. Si les étudiants ont ce sentiment-là, que vous êtes là pour les aider, pour faire équipe avec eux, bien là, c'est un facteur vraiment de réussite très important. Donc, en conclusion, il va nous rester quand même encore un petit peu de temps. Donc, en conclusion, la rétroaction, c'est un élément fort important pour favoriser l'apprentissage. On a dit corriger les lacunes et monitorer l'auto-apprentissage. Et il est possible d'en donner grâce à plusieurs outils qui vont nous permettre, nous, en tant qu'enseignants, de collecter des données. Ça nécessite un cadre pédagogique et des habiletés en tant qu'enseignant pour donner de façon adéquate de la bonne rétroaction. Et ça devrait constituer un des buts premiers de tous les enseignants. Donc, voilà, j'avais réduit un petit peu ma présentation là, pour ne pas dépasser. Là, on a du temps, donc je vais départager. Vous aurez le diaporama. Donc, tous ceux qui sont présents.